Dans les affaires de disparitions inquiétantes, certaines laissent peu d'indices, nourrissant l'espoir des familles de voir un jour leurs proches réapparaître. Et puis, il y a celles qui sont plus sombres, voire terrifiantes. Celles par exemple où des appels malveillants précèdent la disparition et où un mystérieux corbeau continue de contacter les proches de la victime par téléphone pendant des années, revendiquant un acte criminel. C'est ce qu'a vécu la famille de Dorothy Scott et c'est l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui. Vous êtes sur Crime et compagnie, c'est parti. Nous sommes au début des années 80 dans la ville d'Anaheim, dans l'État de Californie, aux États-Unis. Dorothy Scott est une jeune femme de 32 ans, mère d'un petit garçon de 4 ans. Elle est séparée du père, mais décrite comme une fervente catholique, et elle est d'ailleurs assez active dans sa communauté. Dorothy travaille comme secrétaire pour un magasin de style hippie qui vend des objets comme des attrape-rêves, de l'encens ou encore des lava-lamps. C'est une femme que l'on qualifie de plutôt casanière. Quand elle n'est pas au travail ou dans sa communauté religieuse, elle aime passer du temps chez elle avec son jeune fils. On ne lui connaît pas de relation amoureuse depuis sa séparation. Bref, tout semble bien aller dans la vie de Dorothy, bien que depuis le début de l'année 1980, elle reçoit des appels étranges sur son lieu de travail. Au départ, elle pense à une mauvaise blague, à des gens qui n'ont rien de mieux à faire de leur journée, mais petit à petit, ces appels vont devenir pesants, voire angoissants. Surtout quand l'homme à l'autre bout du fil et dont la voix lui semble familière sans qu'elle ne puisse l'identifier, va commencer à devenir menaçant, alternant entre des déclarations d'amour et des paroles plus sombres. Et au fil des discussions, elle va comprendre que cet inconnu semble tout savoir sur elle. Il lui décrit tous ses faits et gestes, il semble savoir avec précision ce qu'elle fait de ses journées, les personnes qu'elle côtoie et les lieux qu'elle fréquente. On peut le dire, c'est assez flippant. Et l'homme continue, semaine après semaine, entre déclarations d'amour flamboyantes et menaces furieuses et non dissimulées. Et bien que ces échanges tourmentent la jeune femme, elle n'en a vraisemblablement jamais parlé, ni à la police, ni à ses proches. Un jour, Dorothy va même retrouver sur le pare-brise de sa voiture une rose morte, signe que le mystérieux corbeau n'est pas un blagueur et sait parfaitement où elle se trouve. Et un jour, lors d'un échange téléphonique, il va même lui annoncer clairement son intention. Il va l'isoler tôt ou tard et avec ce qu'il compte lui faire, jamais personne ne la retrouvera. Le 27 mai 1980, Dorothy participe à une réunion du personnel lorsqu'un de ses collègues, prénommé Conrad, se plaint de douleurs et de nausées et rapidement une petite plaie rouge apparaît sur son bras. Devant sa détresse, Dorothy propose au jeune homme de l'amener à l'hôpital afin qu'il puisse se faire examiner. Une troisième collègue, Pam, se joint à eux et le trio se met en route pour le centre médical de UC Irvine, qui, comme son nom l'indique, se trouve sur un campus universitaire. Mais avant cela, Dorothy fait un saut chez ses parents qui ont l'habitude de garder son fils pendant qu'elle travaille pour les prévenir qu'elle allait sûrement devoir venir le chercher plus tard que prévu. Elle en profite pour changer le foulard rouge qu'elle porte autour du cou par un autre de couleur noire. Arrivé aux urgences de l'hôpital, les médecins confirment que Conrad a été mordu par une araignée de type Latrodectus. Une morsure qui peut s'avérer grave, il est donc rapidement pris en charge. Les heures passent, Dorothy et Pam patientent dans la salle d'attente pendant que Conrad reçoit son traitement. Il est 23 heures lorsque Conrad est libéré, mais il se sent encore faible. Alors Dorothy propose d'aller chercher la voiture pour le récupérer avec Pam directement à la sortie de l'hôpital et ainsi lui éviter de marcher. Les deux collègues récupèrent alors la prescription des médecins et se postent à la sortie des urgences en attendant le retour de Dorothy. Mais les minutes vont s'écouler sans que celle-ci ne pointe le bout de son nez.
C'est finalement près d'une demi-heure plus tard que Conrad et Pam voient la voiture de Dorothy débarquer et plutôt que de ralentir pour les récupérer, celle-ci va accélérer brusquement et mettre les pleins phares pour les éblouir, les empêchant ainsi de voir concrètement qui est au volant du véhicule. Malgré leurs appels et leurs gestes pour attirer son attention, la voiture continuera sa course et disparaîtra en prenant un virage serré en quittant le parking. Sur le moment, Conrad et Pam pensent qu'il s'agit peut-être d'une urgence impliquant son fils. Après tout, Dorothy est une mère célibataire responsable et une chrétienne dévouée. Elle ne les aurait jamais laissés sans une bonne raison. Mais après plusieurs heures sans nouvelles, les deux collègues commencent à redouter le pire. Ils préviennent alors la police sur le campus et les parents de la trentenaire. Dès le lendemain matin, Jacob Scott, son père, arrive au campus universitaire et discute avec la police présente sur place à propos de la disparition de sa fille. Mais tout de suite, les agents vont lui conseiller de faire profil bas afin d'éviter les faux témoignages et autres canulars susceptibles d'entraver l'enquête. Jacob a donc attendu. Mais l'information qu'il va recevoir dans la matinée va lui glacer le sang. Dans la nuit, à 4h30 du matin, la police de Santa Ana, une ville située à 16 km du centre médical, a découvert la voiture de Dorothy en flammes dans une petite ruelle. En revanche, aucune trace de la jeune femme ou d'un potentiel ravisseur. Dorothy Scott est portée disparue depuis une semaine lorsque le téléphone sonne dans l'appartement de ses parents. Sa mère Vera décroche le combiné et à l'autre bout du fil, la voix d'un homme inconnu qui lui demande si elle est bien la mère de Dorothy. Elle répond que c'est bien elle et entend alors « Je détiens votre fille » avant que l'appel ne coupe. En juin 1980, après 2 semaines de recherche infructueuses et une enquête au point mort, les parents de la disparue vont contacter le journal local Orange County Register. Ils expliquent que Dorothy est toujours portée disparue et que la police n'a rien trouvé. Ils révèlent également que Vera a reçu un appel téléphonique d'un homme prétendant la tenir captive environ 1 semaine après sa disparition. L'article mentionne qu'un porte-parole du FBI a déclaré que l'agence avait discuté avec la police du campus universitaire mais n'était pas intervenue en raison d'un manque de preuves. Jacob et Vera annoncent offrir une récompense de 25 000 $ pour toute information. Très peu de temps après la parution de l'article, c'est au tour du journaliste qui l'a écrit de recevoir un étrange coup de fil. Le corbeau déclare cette fois sans ménagement qu'il a tué Dorothy et dévoile des détails précis qui n'avaient jamais été donnés dans la presse, notamment à propos de la tenue qu'elle portait lors de son enlèvement, son petit foulard noir, prouvant qu'il l'avait au moins observée ce soir-là. Et ces appels ne sont que le début d'une longue série qui va durer pas moins de 4 ans, entre 1980 et 1984. À chaque fois, le corbeau parle de Dorothy à Vera, sa mère, avec des mots très durs comme « Elle est morte » ou encore « On ne la retrouvera jamais » et raccroche avant qu'elle ne puisse poser la moindre question. Là encore, l'inconnu semble être omniscient et très bien informé. Il ne passe ses coups de fil que lorsque Vera est seule à la maison. La seule fois où c'est Jacob le père qui a décroché, pas un mot, la ligne sera immédiatement coupée. Certains ont analysé ce comportement comme une attitude lâche, le corbeau ne souhaitant peut-être pas faire face à un homme. D'autres imaginent que c'est peut-être parce que Jacob connaît la voix de cet homme, raison pour laquelle il n'a pas ouvert la bouche. Pendant toutes ces années, et malgré les nombreux appels, les enquêteurs ne parviendront pas à localiser l'appelant. Le système des télécoms dans les années 80 aux États-Unis est loin d'être aussi performant que nos systèmes actuels. Les conversations sont trop courtes pour être exploitées
et certains soupçonnent même qu'il pourrait s'agir de canulars déclenchés par la médiatisation de l'affaire. On peut se poser beaucoup de questions sur la manière dont ont été menées les choses de la part de la police du campus de Irvine quand ils ont appris la disparition et le probable enlèvement de Dorothy Scott. En conseillant la famille Scott à faire profil bas dès le départ, tout en ne menant aucune recherche active ou communication avec les médias concernant les faits, montre qu'ils ont avant tout cherché à protéger l'image du campus. Ils n'ont pas vraiment voulu savoir ce qu'il s'était passé et avouons-le, ça les arrangeait bien. La remise des diplômes devait avoir lieu le 14 juin, à peine 2 semaines plus tard, et il s'agissait d'éviter toute mauvaise publicité sur un crime potentiellement grave survenu sur le campus. On peut donc supposer qu'elle n'a fait que le strict minimum en se limitant aux quelques interrogatoires initiaux. Ce manque de communication et d'investigation a peut-être empêché de potentiels témoins de se manifester rapidement après les faits et ont peut-être compromis les chances de résoudre l'affaire. Pour bien comprendre le problème, il faut savoir qu'à l'époque, les universités californiennes sont patrouillées par des officiers assermentés de la police d'État. Mais ils sont aussi et surtout sous l'autorité du chancelier de l'université, ce qui les rend vulnérables aux pressions politiques du campus. Dorothy n'était ni étudiante à l'université, ni patiente à l'hôpital, il n'avait donc aucun réel intérêt à la retrouver. Et entre nous, il n'avait pas non plus les ressources nécessaires pour mener une vraie enquête approfondie. On retrouve cette même dynamique dans d'autres incidents. L'administration avait tenté d'étouffer l'affaire par crainte de perdre des étudiants et donc des revenus. À la fin des années 80, un autre établissement a de nouveau fait face à une controverse lorsqu'une femme a été agressée sur un parking du campus et que la police a attendu 2 jours et demi avant d'alerter les étudiants et le personnel. En 1991, le chef de police de l'université a été remercié après de multiples controverses sur sa gestion du service. Le 6 août 1984, des ouvriers travaillant sur un chantier d'installation de nouvelles lignes téléphoniques vont faire une macabre découverte. En travaillant la terre, ils remontent des ossements. Certains semblent appartenir à un chien, mais il y a aussi des fragments d'os humains. Au début, on pense qu'une femme accompagnée de son animal de compagnie a peut-être été victime d'un accident de randonnée, les restes éparpillés semblant avoir été déplacés par des animaux sauvages. Sur les lieux, la police retrouve une bague de couleur turquoise et une montre. Détail troublant, l'heure affichée par le cadran s'est arrêtée à minuit 30 le 29 mai 1980. Environ 1 heure après que Pam et Conrad aient vu Dorothy pour la toute dernière fois. Rapidement, ils estiment que ces restes sont là depuis au moins 2 ans, puisqu'ils sont en partie calcinés et qu'il y a eu un gros incendie dans le secteur par le passé. C'est finalement le 14 août 1984 que les résultats légistes tombent. Grâce à son dossier dentaire, les autorités déclarent que le corps retrouvé sur le chantier a été identifié comme étant celui de Dorothy Scott, disparue 4 ans plus tôt. L'autopsie n'a cependant pas permis de déterminer la cause exacte de son décès. On ignore aussi pourquoi elle était enterrée à côté d'un animal, bien que certaines pistes évoquent une volonté de son assassin de brouiller les pistes en cas de recherche menée avec des chiens policiers. Dès lors, les appels du corbeau cessent. Le 22 août 1984, une cérémonie commémorative fut organisée en l'honneur de Dorothy Scott par sa famille et ses amis. Son kidnappeur et meurtrier, lui, ne sera jamais inquiété puisque l'affaire n'a jamais été élucidée. C'est pas encore la fin de la vidéo, d'ailleurs pense à laisser un petit like si elle t'intéresse, histoire de donner de la force à cette chaîne. Et on passe tout de suite aux questions, théories et spéculations.
Comme on l'a vu en début de vidéo, Dorothy n'avait pas de relation amoureuse connue au moment de sa disparition. En revanche, il va remonter aux oreilles de la police qu'elle avait eu une altercation avec le père de son fils, de qui elle est séparée. C'était un conflit au sujet de la garde de l'enfant, et il a eu lieu seulement quelques jours avant qu'elle soit enlevée. L'homme sera entendu, mais il a un alibi en béton. Il était en déplacement dans l'état du Missouri au moment des faits et a pu le démontrer. Près de 3000 km le séparaient donc de Dorothy. Il a été mis hors de cause. Un deuxième suspect a été interrogé par les enquêteurs. Il s'agit de l'une de ses connaissances qui était, paraît-il, obsédée par elle. Il bossait dans un garage non loin du magasin où travaillait la jeune femme et était le frère de l'une de ses collègues de travail. Il avoua lui-même aux enquêteurs qu'il voulait l'épouser, bien qu'ils ne se connaissaient à peine. Étant souvent à proximité de Dorothy, il aurait pu facilement suivre ses déplacements sans éveiller les soupçons, mais en réalité la seule preuve contre lui est qu'il était considéré comme bizarre et marginal, prétendument impliqué dans des pratiques occultes. Pour moi, ça ressemble plus à une peur accusatoire d'ésotérisme ou de satanisme typique des années 80. En tout cas, cette piste n'a pas été plus loin. On lit aussi ça et là sur internet que beaucoup pensent que d'une manière ou d'une autre, un ou des collègues de bureau pourraient être impliqués. Cela expliquerait le fait que le fameux corbeau connaît tout ou presque des agissements de Dorothy, de qui elle fréquentait lorsqu'elle n'était pas chez elle, car rappelons qu'à part son boulot et sa communauté religieuse, Dorothy n'avait apparemment pas beaucoup d'autres fréquentations. De mon côté, je trouve cette piste un peu bancale, car si le corbeau avait été l'un de ses collègues, elle aurait sans doute reconnu le timbre de sa voix lors de leurs nombreux échanges téléphoniques. Certains soupçons se tournent aussi sur son patron, John Kikola, qui fut inculpé pour fraude fiscale en 1996. D'aucuns ont théorisé qu'elle avait découvert des irrégularités dans les finances de l'entreprise, mais cette piste ne fut jamais approfondie. Et si vous voulez mon avis, ça ne colle pas vraiment avec l'histoire du corbeau et des mois d'échanges avant le passage à l'acte. Si son patron avait voulu la faire éliminer, il aurait pu s'y prendre d'une manière bien plus simple. Et vous, avez-vous une idée ou une théorie sur qui pourrait bien être ce mystérieux corbeau ? N'hésitez pas à le partager dans les commentaires. Enfin, les enquêteurs ont remarqué un lien possible avec la disparition d'une autre femme en 1982, évoquant la thèse d'un tueur en série. Patricia Schneider, 25 ans, travaillait comme serveuse dans un bar à cocktail, le Palomino Station à Indiana Hills, en Californie. Tôt le matin du 31 juillet 1982, elle termine son service. À 3h45, elle passe un appel téléphonique depuis une station-service de Pedley, une ville voisine, expliquant que sa voiture était en panne. On ne l'a plus jamais revue ni entendue. Entre 5h et 6h du matin, un adjoint du shérif trouve son véhicule en feu dans un champ. L'incendie a été délibérément allumé. Patricia ou son corps n'ont jamais été retrouvés. Les deux affaires ont eu lieu à 2 ans d'écart dans un périmètre d'environ 50 km et le mode opératoire est très similaire. Cependant, cette piste n'a donné aucun résultat. Il aurait été intéressant de savoir si les forces de l'ordre ont sérieusement enquêté sur sa communauté religieuse pour voir si un potentiel suspect pouvait lui aussi en être le membre. Cela pourrait expliquer pourquoi la voix du corbeau lui semblait familière. Elle aurait pu l'entendre chanter, faire une annonce ou même lui avoir brièvement parlé. Cela pourrait aussi expliquer pourquoi le corbeau semblait avoir des informations précises sur sa vie. Ce qui rend cette affaire si frustrante, c'est qu'elle aurait pu être beaucoup plus facile à résoudre aujourd'hui avec les téléphones portables et la vidéosurveillance.
Cette histoire reste probablement l'un des cold cases les plus terrifiants de Californie. Celui d'une jeune femme qui n'avait d'apparence aucun problème avec personne, enlevée dans sa propre voiture par ce qui semble être un déséquilibré et assassinée dans des conditions qui restent aujourd'hui totalement inconnues. Et plus les années passent, plus les chances qu'elle soit un jour résolue s'amenuisent. C'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir suivi. Si elle t'a intéressé, n'hésite pas à donner de la force à cette chaîne YouTube en la likant, la partageant et la commentant. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner en prenant soin d'activer la petite cloche pour ne pas manquer les prochaines. Et moi, j'ai plus qu'à te dire à très vite pour une nouvelle histoire vraie.